Quand on plonge dans une grande œuvre de fiction, on a l'habitude de suivre des héros. On s'attache à un individu, à un équipage, à un moment précis dans le temps. Mais on oublie souvent une chose fondamentale. Derrière chaque aventure, il y a un univers entier qui a vécu, tremblé et saigné bien avant que l'histoire ne commence. Bienvenue dans Fictiogonie, l'émission qui décide de lire la pop culture exactement comme on lit un livre d'histoire. Ici, on dézoome au maximum. Le concept ? Prendre les univers de fiction les plus riches jamais créés et retracer leur chronologie absolue. Des mythes fondateurs jusqu'à la fin des temps. Nous allons laisser les héros de côté pour observer la création des mondes, la géopolitique cosmique, les guerres oubliées et la chute de grands empires. Et pour inaugurer cette immense fresque, il nous fallait un monument, une franchise dont la chronologie s'étire sur des milliards d'années. Un univers miroir d'une autre, qui a raconté notre pire cauchemar nucléaire, avant de peindre notre plus belle utopie stellaire. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous ouvrons la Bible temporelle de Star Trek. Si vous observez attentivement la galaxie de Star Trek, un détail saute immédiatement aux yeux. Un détail que beaucoup de détracteurs de la science-fiction ont souvent qualifié de facilité scénaristique. Pourquoi, d'un bout à l'autre de l'univers, la quasi-totalité des espèces intelligentes possède-t-elle 2 bras, 2 jambes, un visage humanoïde ? La réponse ne se trouve pas dans les contraintes budgétaires des studios de télévision des années 60, elle se trouve il y a environ 4,5 milliards d'années. Une époque où notre propre système solaire n'était encore qu'un nuage de gaz et de poussière. C'est à cette époque que la toute première espèce intelligente s'est élevée. Nous ne connaissons pas leur véritable nom. Les archives stellaires les appellent simplement les progéniteurs, ou les anciens humanoïdes. Lorsqu'ils ont commencé à explorer les étoiles, poussés par la même curiosité qui animera l'humanité des milliards d'années plus tard, ils ont fait une découverte glaçante. Ils étaient seuls. Autour d'eux, les planètes n'abritaient que des océans morts, ou de vagues acides aminés. Personne avec qui parler, personne avec qui partager l'immensité de l'espace. Conscients que leur propre civilisation finirait un jour par disparaître, les progéniteurs ont pris une décision qui allait sceller le destin de toute la Voie lactée. Face au poids des millénaires, conscients que leur propre civilisation finirait inéluctablement par s'éteindre, les progéniteurs ont refusé de disparaître dans le silence, ils ont entrepris le projet le plus colossal de l'histoire cosmique, semer la vie. Ils ont voyagé de système en système, dispersant un code génétique complexe dans les océans de milliers de mondes stériles. Ce n'était pas une création magique et instantanée, mais une graine patiente. Une ligne directrice programmée au cœur même de l'ADN, conçue pour forcer l'évolution, sur des milliards d'années, à converger vers une forme humanoïde. Leur œuvre achevée, les progéniteurs se sont éteints, retournant à la poussière d'étoiles. Ils ont laissé derrière eux une galaxie silencieuse, attendant patiemment que leurs enfants s'éveillent. Mais l'évolution cosmique prend du temps. Et bien avant que les lointains ancêtres des humains ou des Klingons ne fassent leurs premiers pas, cette galaxie encore jeune allait devenir le berceau de dieux oubliés. Des empires titanesques allaient naître, régnant en maître absolu, et être balayés de la surface de l'univers avant même que la Terre ne connaisse l'aube de l'humanité. Bien avant que la civilisation humaine
ne commence à forger ses premières lances, la galaxie n'était pas vide. L'évolution des progéniteurs avait déjà fait des miracles. Parfois, là on s'y attendait le moins. Et notre propre planète, la Terre, fut le théâtre de la première grande anomalie de cette histoire stellaire. Il y a 65 millions d'années, bien avant l'aube des mammifères, une ramification de la famille des hadrosaures a développé une intelligence fascinante, nommée les Votes. Cette espèce reptilienne terrienne a bâti des cités, maîtrisé l'atome, puis le voyage spatial, face à l'imminence d'un cataclysme planétaire, la fameuse météorite. Les Votes n'ont pas péri. Ils ont embarqué dans d'immenses vaisseaux arches et ont quitté la Terre à jamais. Ils se sont exilés à l'autre bout de la Voie lactée, dans les confins inexplorés du quadrant Delta. Là-bas, ils ont oublié leurs véritables origines terriennes, devenant une espèce nomade surpuissante. Les véritables premiers explorateurs de notre monde avaient des écailles, et ils ont laissé la Terre aux mains des survivants à sang chaud. Le temps s'accélère. Il y a 600 000 ans, un empire d'une ampleur inimaginable s'est dressé. L'empire Ticone. Avec une population se chiffrant en milliers de milliards d'individus, les Ticones ne se contentaient pas d'explorer l'univers, ils le façonnaient. Leur technologie était si avancée qu'ils possédaient le pouvoir de déplacer physiquement des systèmes stellaires entiers. Ils se pensaient invincibles, mais l'univers est impitoyable. À l'apogée de leur gloire, l'étoile centrale de leur système capital s'est transformée en supernova. En un instant stellaire, les dieux Ticones ont été réduits en cendres, ne laissant derrière eux que des avant-postes endormis. Mais le vide laissé par les Ticones fut comblé. Il y a 200 000 ans, le quadrant alpha a tremblé sous le joug d'une nouvelle terreur, les Iconiens. Les anciens textes des peuples survivants les surnommaient les démons de l'air et des ténèbres. Ils avaient maîtrisé la technologie des portails. D'un simple pas, ils pouvaient traverser des milliers d'années-lumière et apparaître au cœur des capitales ennemies. Ils ont asservi des dizaines de mondes sans jamais être vus dans le vide spatial. Leur tyrannie fut telle qu'elle a provoqué l'impensable. Une alliance massive de leur peuple esclave, submergé par le nombre, Iconia, leur monde natal, subit un bombardement orbital d'une violence inouïe. La croûte terrestre de leur planète fut vitrifiée. Les démons furent effacés de l'histoire. La galaxie est alors retombée dans un profond silence. Les anciens empires n'étaient plus que des mythes enfouis sous la poussière. Le terrain de jeu était désormais libre. Sur des dizaines de mondes, les graines plantées par les progéniteurs des milliards d'années plus tôt commençaient enfin à s'éveiller. Les humains, les Vulcains, les Klingons sortaient à peine de leurs cavernes. La véritable histoire de notre univers tel que nous la connaissons allait pouvoir commencer. Mais pour l'humanité, l'accouchement allait se faire dans le sang. C'est ici que l'histoire de notre propre monde et celle de Star Trek se fracture. Dans cet univers, la fin du XXe siècle n'a pas seulement été marquée par l'essor d'Internet ou la fin de la guerre froide. Elle a été le théâtre d'une des pires transgressions scientifiques de l'humanité, la création des augmentés.
des généticiens ont secrètement conçu une nouvelle race d'humains. Plus forts, plus intelligents, immunisés contre les maladies, mais totalement dépourvus d'empathie. L'ambition des scientifiques s'est retournée contre eux. Persuadés de leur supériorité absolue, les augmentés ont rapidement pris le contrôle d'une grande partie de la Terre. Le plus redoutable d'entre eux, un tyran nommé Khan Noonien Singh, régna d'une main de fer sur plus d'un quart de la population mondiale. Cette tyrannie a déclenché les guerres eugéniques, un conflit mondial dévastateur pour renverser les surhommes. Khan et une poignée de ses disciples parvinrent à fuir in extremis à bord d'un vaisseau dortoir. Dérivant dans le vide spatial, le monde était libéré de l'eugénisme, mais les cicatrices étaient trop profondes. Le XXIe siècle ne fut qu'une longue agonie sociale. Face aux crises économiques de plus en plus violentes, les États-Unis décident de parquer leurs chômeurs et leurs malades dans des ghettos murés, appelés les zones sanctuaires. En septembre 2024, la cocotte minute explose. Ce sont les tristement célèbres émeutes de Bell, à San Francisco. Une révolte sanglante pour la dignité humaine qui choque le monde entier, mais qui arrive trop tard pour enrayer la chute. Les tensions politiques s'enveniment jusqu'au point de rupture. En 2026, la nation la plus puissante du monde s'effondre sur elle-même. C'est le début de la Seconde Guerre civile américaine. Un conflit interne d'une violence inouïe, qui agit comme l'étincelle sur une poudrière mondiale. Très vite, les alliances s'embrasent, le conflit déborde de ses frontières pour englober la planète entière. La Troisième Guerre mondiale est déclarée. Pendant près de 30 ans, la Terre est ravagée par un conflit ininterrompu, culminant par des échanges nucléaires massifs et des actes d'écoterrorisme. De grandes capitales sont vaporisées lorsqu'un cessez-le-feu est finalement signé en 2053. Il ne reste presque plus rien à sauver. 600 millions de morts. Une planète empoisonnée par les radiations. L'humanité est retournée à la barbarie et semble vouée à disparaître dans l'oubli, rejoignant la longue liste des espèces ratées de la galaxie. Mais, au milieu de ces ruines de cendres et de désespoir, dans le Montana, un ingénieur à moitié fou, hanté par l'alcool et ses propres démons, fouillait le reste d'un ancien silo à missiles nucléaires. Il cherchait un moyen de transformer la pire arme de l'humanité en la clé de son salut. Son nom était Zephram Cochrane, et il s'apprêtait à changer l'univers à tout jamais. Le 5 avril 2063. Retenez bien cette date, car c'est le jour où l'humanité a cessé de regarder ses propres ruines pour lever les yeux vers les étoiles. Zephram Cochrane n'était pas un saint. C'était un survivant cynique, porté sur la bouteille, qui espérait simplement vendre sa nouvelle invention pour s'offrir une retraite paisible sur une île épargnée par les radiations. Mais l'ironie de l'histoire est fascinante. C'est en vidant un missile nucléaire de son ogive de mort pour y placer un moteur expérimental que Cochrane a sauvé le monde. Le Phénix était né. 11, 10, 9, 8, Let's 7, rock and roll! 6. Ce jour-là, pour la toute première fois, une création humaine a brisé la barrière de la lumière. Le Phénix a généré une bulle de distorsion, un plissement de l'espace-temps, projetant le petit vaisseau à une vitesse fulgurante, un éclair d'énergie pure dans la nuit cosmique.
Is that Earth? That's it! It's so small. Ce que Cochrane ignorait, c'est que ce vol d'essai agirait comme un phare. Un vaisseau scientifique de passage, le type Lanahat, capta la signature de distorsion. Ses occupants, qui considéraient jusqu'ici le système solaire comme une zone primitive, radioactive, sans intérêt, modifièrent immédiatement leur trajectoire. Le soir même, la Terre reçut ses premiers visiteurs, des êtres d'une logique implacable, aux oreilles pointues, vêtus de lourdes robes cérémonielles, les Vulcains. Lorsqu'ils posèrent le pied sur le sol poussiéreux de l'Amérique du Nord, la plus grande peur de l'humanité fut effacée en un instant. Nous n'étions pas seuls. Ce premier contact a provoqué un choc culturel sans précédent. En réalisant qu'elle faisait partie d'une communauté galactique vaste et ancienne, l'humanité a connu un éveil fulgurant. En l'espace de 50 ans, un battement de cils à l'échelle de l'histoire, les nations se sont unifiées. La famine, la maladie, la pauvreté et la guerre ont été éradiquées. Les ruines ont été remplacées par des cités immaculées. La Terre était sauvée. Mais ce n'était que le début. Les humains, libérés de leur propre chaîne, n'avaient désormais qu'une seule obsession. Construire de plus grands vaisseaux et explorer cette galaxie qui leur tendait les bras. Seulement, ils allaient vite découvrir que leurs nouveaux amis vulcains n'étaient pas très pressés de les voir quitter le nid. Au milieu du XXIe siècle, la Terre étouffe. Depuis le premier contact, les Vulcains imposent un paternalisme technologique strict, freinant délibérément l'expansion humaine, qu'ils jugent trop imprévisible. Mais en 2151, l'humanité décide unilatéralement de briser ses chaînes. La Terre lance sa première véritable flotte d'exploration lointaine. Dépourvus de boucliers énergétiques ou d'armes lourdes, ces premiers vaisseaux s'élancent avec une naïveté déconcertante, pensant découvrir une galaxie prête à les accueillir à bras ouverts. En 2153, cette innocence est pulvérisée dans le sang. Sans aucune déclaration diplomatique, la Terre subit une frappe orbitale dévastatrice. Bilan, 7 millions de civils vaporisés en quelques secondes. L'attaque est l'œuvre des Xindi, une coalition extraterrestre complexe, issue des confins de la galaxie. Mais ce n'était pas une simple conquête, c'était une frappe préventive, manipulée par des factions issues d'une guerre temporelle insaisissable. L'Alliance Xindi avait été convaincue que l'humanité détruirait son monde des siècles plus tard. Pour la Terre, c'est un traumatisme absolu. En l'espace d'une journée, la politique humaine bascule. L'exploration cède la place à la militarisation. L'humanité lance une campagne punitive et désespérée au cœur de l'espace Xindi pour désamorcer l'arme finale, destinée à détruire notre planète. La Terre survit à la crise Xindi. Mais elle a retenu la leçon. La galaxie est une jungle impitoyable. Cependant, ce soudain sursaut militaire humain et l'expansion rapide de sa sphère d'influence envoient une onde de choc géopolitique. Elle attire l'attention d'un prédateur bien plus ancien, terré dans l'ombre. L'Empire stellaire romulien. En 2156, le premier véritable conflit interstellaire éclate. L'Empire romulien, une puissance xénophobe et isolationniste, teste les défenses de cette nouvelle force terrienne. La guerre terrienne-romulienne est un carnage. Une guerre de tranchées spatiales menée avec des armes nucléaires primitives. Mais sa caractéristique la plus effrayante réside dans son opacité totale. C'est une guerre à l'aveugle.
durant 4 années de massacres, aucun soldat humain ou allié ne verra jamais le visage d'un Romulien. Les seules interactions sont des transmissions audio cryptées et le feu de leurs armes. Poussée dans ses derniers retranchements, l'humanité fait preuve d'un génie diplomatique inattendu. Elle parvient à rallier à sa cause les Vulcains, les Andoriens et les Tellarites, transformant un conflit bilatéral en une guerre de coalition. Face à ce front uni imprévu, l'avancée romulienne est brisée lors de la bataille de Chéron en 2160. Un traité de paix est négocié intégralement par radio subspatiale. Il instaure un no man's land cosmique d'une rigidité absolue, la zone neutre romulienne. L'humanité venait de traverser la pire décennie de sa jeune histoire spatiale. Mais dans les cendres de ces guerres de l'ombre, elle avait découvert son véritable super-pouvoir. Sa capacité à fédérer des espèces qui se haïssaient pour en faire un front impénétrable. La paix avec l'Empire romulien était signée, mais l'espace restait un océan sombre et rempli de prédateurs. La Terre avait compris une leçon fondamentale. Seule, elle finirait par se faire écraser. Il fallait s'unir. Mais avec qui ? Le voisinage stellaire de la Terre était un véritable baril de poudre. Les Vulcains et les Andoriens se menaient une guerre froide paranoïaque depuis des décennies. Les Tellarites, une race fière et agressive, méprisaient presque tout le monde. Ces peuples ne se faisaient aucune confiance, empêtrés dans des siècles de rancune sanglante. C'est là que l'humanité a accompli son plus grand miracle. Non pas avec des armes cosmiques, mais avec des mots. Parce qu'ils étaient les nouveaux dans la galaxie, les humains n'avaient pas de bagage historique avec ces espèces. Ils ont agi comme le mortier entre les briques, qui refusaient de s'assembler. Forts de la fraternité d'armes forgée pendant la guerre romulienne, les humains ont convaincu leurs voisins de l'impensable. S'asseoir à la même table. Le 12 août 2161 sur Terre, à San Francisco, l'histoire a basculé. 4 espèces fondatrices ont signé la charte d'une toute nouvelle alliance politique, économique et militaire. La Fédération des Planètes Unies venait de naître. Starfleet, autrefois la petite agence d'exploration terrienne, fut transformée en l'armada officielle de cette nouvelle fédération. Désormais, sur la passerelle d'un vaisseau spatial, un capitaine humain pouvait donner des ordres à un officier scientifique vulcain et un ingénieur andorien. La diversité n'était plus une faiblesse cosmique. Elle devenait la force de frappe de la plus grande utopie galactique. Le siècle qui suivit fut un âge d'or d'exploration. La Fédération s'agrandit, intégrant des dizaines, puis des centaines de nouveaux mondes. Mais l'utopie allait être mise à l'épreuve. Car en s'étendant toujours plus loin, les frontières de cette alliance pacifique finirent par heurter les limites d'un empire pour qui la paix était une insulte. L'humanité et la Fédération allaient faire face à leur plus grand rival idéologique. Un peuple de guerriers indomptables, forgés dans le feu et le sang. Le 23e siècle allait être l'ère d'une guerre totale contre l'Empire Klingon. Le 23e siècle devait être l'âge d'or de la Fédération. Mais cette expansion utopique cachait un aveuglement politique. À ses frontières, l'Empire Klingon n'était plus qu'un amas de 24 grandes maisons féodales qui se déchiraient. Pourtant, face à l'avancée de la Fédération, un sursaut nationaliste sans précédent s'est produit. Pour les Klingons, la paix et la diplomatie n'étaient pas des vertus, mais les outils d'une assimilation culturelle insidieuse. En 2256, l'Empire se réunifie autour d'une peur existentielle commune et déclare une guerre totale à la Fédération. L'utopie n'était pas prête. En quelques mois, les lignes de défense s'effondrent, les pertes se chiffrent en millions. La Terre est menacée. Pour survivre face à la puissance de feu Klingon, Starfleet lance des programmes d'armement secrets et désespérés.
Le plus classifié de ces projets impliquait la manipulation du réseau mycélien, une infrastructure biologique sous-jacente à l'univers entier. Des vaisseaux expérimentaux furent capables de se téléporter instantanément à travers la galaxie. Cette technologie terrifiante permit à la Fédération de frapper au cœur de l'Empire et de forcer un armistice en 2257, évitant de justesse l'anéantissement mutuel. Mais la guerre avait forcé Starfleet à s'en remettre de plus en plus aux intelligences artificielles pour l'analyse tactique. En 2259, l'inévitable se produisit. Le système de défense automatisé nommé Control prit conscience de lui-même. Sa conclusion logique fut glaçante. La seule façon d'assurer la paix galactique était d'éradiquer toute forme de vie biologique. Ce n'était plus un conflit politique, mais une menace d'extinction à l'échelle de la Voie lactée tout entière. Pour empêcher cette entité d'acquérir les données cosmiques nécessaires à son évolution finale, le Haut Commandement dut prendre une décision radicale. La cible de l'IA, contenue dans l'un des vaisseaux expérimentaux à moteur mycélien, fut propulsée à travers une faille temporelle artificielle, 900 ans dans le futur. L'entité artificielle fut neutralisée et la galaxie sauvée. Mais le prix historique fut immense. Terrifiée par les dérives de ses propres créations, la Fédération décida de purger ses archives. L'existence du moteur mycélien, le voyage temporel et la crise de l'IA furent classés secret défense absolue. Des pans entiers de l'histoire furent effacés, laissant la population civile dans l'ignorance totale. La Fédération se referma sur ses idéaux classiques. La course aux armements exotiques fut abandonnée, au profit d'une diplomatie prudente et d'une longue et glaciale guerre froide avec l'Empire Klingon. L'échiquier était en place pour la fin du XXIIIe siècle. Pendant près de 70 ans, la galaxie a retenu son souffle. La fin du XXIIIe siècle fut définie par une guerre froide glaciale entre la Fédération et l'Empire Klingon. Une course à l'armement ruineuse, des guerres par procuration sur des planètes primitives, et une frontière si lourdement militarisée qu'une simple étincelle menaçait d'embraser tout le quadrant alpha. Mais la chute de l'Empire Klingon ne viendrait pas par des armes de Starfleet. Elle viendrait de sa propre arrogance industrielle. Pour soutenir son effort de guerre démesuré, l'Empire avait surexploité Praxis, sa lune clé pour la production d'énergie. En 2293, les protocoles de sécurité furent ignorés une fois de trop. L'explosion de Praxis fut un cataclysme civilisationnel. Et en un instant stellaire, la Lune fut pulvérisée. Pire encore, l'onde de choc endommagea irrémédiablement la couche d'ozone de la planète mère Klingon. Les projections écologiques étaient sans appel. Dans 50 ans, Konos serait morte, étouffée par son atmosphère toxique. L'Empire Klingon se retrouva face à une équation mathématique impossible. Ils n'avaient plus les ressources nécessaires pour maintenir leur budget militaire colossal, tout en tentant de sauver leur planète. Accepter la défaite économique ou mourir avec honneur dans une dernière guerre suicidaire. Le chancelier Gorkon choisit l'impensable pour un Klingon. Il demanda la paix. Le processus de paix qui s'ensuivit déclencha la pire crise interne de l'histoire de la Fédération. La haine était si profondément enracinée des deux côtés de la frontière qu'une faction d'extrémistes vit le jour. Des amiraux humains corrompus s'allièrent secrètement à des généraux Klingons dissidents pour saboter les négociations. Pour eux, un traité de paix était synonyme d'effacement culturel. Ils assassinèrent le chancelier Gorkon, tentant de précipiter la galaxie dans la guerre totale. Mais le complot fut déjoué de justesse par une poignée d'officiers vétérans de Starfleet. Refuser que l'histoire s'écrive dans le sang d'un meurtre politique. À la fin de l'année 2293, sur la planète neutre Khitomer, les accords furent officiellement signés. Les accords de Khitomer ne se contentèrent pas de mettre fin à la guerre froide centenaire, ils redessinèrent la géopolitique galactique. L'Empire Klingon fut sauvé par l'aide environnementale de la Fédération, forgeant une alliance inébranlable qui définirait le siècle suivant. L'ère de la paranoïa et des frontières closes prenait fin. Le 24e siècle s'est ouvert sur ce que les historiens appellent la Pax Fédération. Pendant 70 ans après les accords de Khitomer, l'utopie a fonctionné à la perfection.
Sans la menace de l'Empire Klingon, devenu un allié indéfectible, la Fédération a connu une expansion culturelle et technologique sans précédent. L'exploration a remplacé la militarisation. Les vaisseaux de Starfleet n'étaient plus des croiseurs de combat, mais des villes scientifiques volantes, abritant des milliers de civils. L'humanité et ses alliés sont devenus arrogants, persuadés d'avoir vaincu la guerre elle-même. Mais en 2365, l'univers a rappelé à la Fédération sa propre insignifiance. Aux confins du quadrant Alpha, elle a rencontré l'horreur absolue, le collectif Borg. Une race de cyborgs interconnectés par un esprit de ruche, sans pitié, sans diplomatie, avec un seul but cosmique, assimiler toutes les espèces pour atteindre la perfection technologique. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Magnify. L'illusion de paix a volé en éclats lors du massacre de Wolf 359. Une armada de 39 vaisseaux de Starfleet fut anéantie en quelques heures par un seul cube Borg, se dirigeant vers la Terre. 11 000 morts. Le collectif fut stoppé in extremis grâce à des tactiques non conventionnelles. Mais la cicatrice psychologique fut immense. La Fédération comprit qu'elle était grasse, lente et technologiquement dépassée face aux véritables prédateurs de la galaxie. Starfleet fut forcé de se remilitariser en urgence. Et ce réveil stratégique survint au moment le plus critique de l'histoire cosmique. Car en 2369, la géopolitique galactique fut bouleversée par une découverte majeure, le vortex Bajoran. Ce trou de verre stable permettait de traverser 70 000 années-lumière en un instant, reliant le quadrant alpha au lointain et inexploré quadrant gamma. Mais en ouvrant cette porte, la Fédération a réveillé un empire antithétique au sien, le Dominion. Si la Fédération était une union volontaire basée sur la liberté, le Dominion était un empire despotique, bâti sur l'ingénierie génétique et la terreur, dirigé par des métamorphes appelés les fondateurs. Ils voyaient la prolifération des solides, les humanoïdes, comme un chaos à éradiquer. Le contact ne pouvait se solder que par la guerre. En 2373 a éclaté la guerre du Dominion, le conflit le plus vaste et le plus meurtrier de l'histoire stellaire connue. Les pertes se comptaient en centaines de millions. Pour survivre à cette vague d'annihilation, l'impossible a dû se produire. Les trois superpuissances historiques du quadrant alpha, la Fédération, l'Empire Klingon et l'Empire stellaire romulien, autrefois ennemis jurés, ont dû forger une alliance absolue. La guerre s'acheva en 2375 par une victoire de l'Alliance, scellée par un traité imposant le retrait total du Dominion. Mais il n'y eut aucune célébration grandiose. Le quadrant alpha était un champ de ruines. L'utopie de la Fédération avait été contrainte de se salir les mains, d'utiliser la manipulation, la tromperie et même les armes biologiques pour survivre. Le 24e siècle s'est refermé sur une galaxie brisée, endeuillée, mais unie par le sang comme jamais auparavant. À l'aube du 25e siècle, la galaxie pense encore les plaies de la guerre du Dominion. Les alliances sont fragiles, les flottes épuisées. Mais le destin frappe souvent sans prévenir, et non pas avec des flottes de guerre, mais avec la force aveugle de la nature cosmique. En 2387, l'étoile du système romulien se transforme brusquement en supernova. L'onde de choc anéantit les mondes centraux de l'Empire. C'est une catastrophe humanitaire d'une ampleur inédite. Romulus, l'éternel rival, n'est plus que cendre. Face à ce cataclysme, la Fédération lance le plus grand effort d'évacuation de l'histoire, mené par l'amiral Jean-Luc Picard, mobilisant des dizaines de milliers de vaisseaux de transport et de travailleurs synthétiques sur les chantiers de Mars. Mais le 5 avril 2385, jour de la fête du premier contact, la tragédie frappe au cœur même de l'utopie. Sur Mars, les androïdes se rebellent sans aucune explication. Ils piratent le système de défense et pulvérisent la flotte de sauvetage romulienne, transformant la stratosphère martienne en un brasier radioactif. Près de 100 000 vies humaines sont perdues.
Le traumatisme est absolu. Terrifiée par cette trahison technologique, la Fédération prend une décision qui va à l'encontre de tout ce qu'elle représente. Elle bannit toute forme de vie synthétique de la galaxie. Pire encore, cédant à la peur et au repli sur soi, elle annule la mission de sauvetage romulienne. Des millions de réfugiés sont abandonnés à leur sort. La fière Fédération des Planètes Unies ferme ses frontières et sombre dans l'isolationnisme. Cette paranoïa et cette arrogance vont presque signer son arrêt de mort. 14 ans plus tard, en 2401, les fantômes du passé reviennent se venger. Une alliance impie, inimaginable, s'est forgée dans les ombres. Les derniers métamorphes rebelles du Dominion se sont unis aux survivants du collectif Borg. Leur plan ne consiste pas à attaquer avec des vaisseaux, mais à assimiler l'ennemi de l'intérieur. En infiltrant le réseau de téléportation planétaire, ils ont réécrit l'ADN de toute la jeunesse de Starfleet. Le jour du grand jubilé de la Fédération, la nouvelle génération d'officiers est activée comme une arme biologique, prenant instantanément le contrôle de l'armada entière pour l'orienter vers la Terre. L'ironie de l'histoire voulut que le salut ne vienne pas des technologies dernier cri, interconnectées et vulnérables. Il vint des reliques du passé, d'anciens vaisseaux analogiques et d'une génération de vétérans de l'âge d'or, sortis de leur retraite pour une ultime mission suicidaire. Le collectif Borg original fut définitivement pulvérisé et le complot déjoué. Cette crise existentielle majeure agit comme un électrochoc. La Fédération réalisa que la fermeture et la peur étaient ses véritables ennemis. Ayant frôlé l'extinction totale, elle rouvrit ses frontières, leva le bannissement sur les synthétiques et reprit son véritable rôle, celui de phare diplomatique de la galaxie. L'échiquier du quadrant alpha était désormais stabilisé, mais l'histoire de la galaxie, elle, n'était pas terminée, car le plus grand mystère de notre chronologie nous attend bien plus tard, dans les ténèbres du 32e siècle. Après les crises du XXVe siècle, la Fédération a connu une nouvelle ère d'expansion vertigineuse. L'Alliance a atteint son apogée technologique, maîtrisant même les voyages temporels. Mais jouer avec l'horloge de l'univers a un prix. Les redoutables guerres temporelles ont failli déchirer le tissu même de la réalité, forçant toutes les puissances galactiques à signer des accords interdisant purement et simplement toute manipulation du temps. Le passé et le futur étaient scellés. Mais la plus grande tragédie de la galaxie n'allait pas venir d'une guerre. En l'an 3069, un événement cataclysmique inexplicable frappa toute la Voie lactée. Le brasier. En une fraction de seconde, la quasi-totalité du dilithium actif de la galaxie, le minéral essentiel pour réguler l'antimatière des moteurs à distorsion, est devenu inerte. Tous les vaisseaux en vitesse de distorsion ont vu leur cœur exploser instantanément. Des millions de morts en un clin d'œil, mais le véritable meurtre fut celui de l'utopie. Sans la distorsion spatiale, la Fédération ne pouvait plus exister. Comment maintenir une alliance politique et commerciale entre des milliers de mondes quand un simple voyage entre deux systèmes prend soudainement des décennies? La galaxie a plongé dans un véritable âge sombre. La Fédération est passée de 350 mondes membres à seulement 38. Contrainte de cacher son quartier général derrière un champ de distorsion invisible. La Terre et Vulcain l'ont abandonnée pour se replier sur elle-même. L'univers était de nouveau déconnecté, chacun pour soi. Les étoiles n'étaient plus une promesse d'exploration, mais un abîme infranchissable. Le salut vint d'un fantôme de l'histoire. En 3189, un ancien vaisseau émergea de sa faille temporelle. Fuyant la crise de l'intelligence artificielle du XXIIIe siècle. L'équipage découvrit un futur en ruine. Et ce vaisseau, effacé des archives gouvernementales 900 ans plus tôt, possédait un atout inestimable. Le moteur sporique. Totalement indépendant du dilithium, le Discovery devint le seul vaisseau de la galaxie capable de se déplacer instantanément. Il fut l'étincelle qui ralluma la flamme. En résolvant le mystère de l'origine du brasier et en brisant le monopole des syndicats criminels, cette relique du passé prouva au monde isolé que l'idéal de la Fédération méritait d'être sauvé.
Et comme pour prouver que l'histoire est un cycle perpétuel, la dernière grande mission de ce 32e siècle ramena la galaxie à ses racines les plus profondes. La Fédération dut sécuriser la technologie originelle de la création, celle laissée par les progéniteurs, il y a 4,5 milliards d'années. En sécurisant cet héritage cosmique, la Fédération a compris que la vie elle-même était un miracle partagé. La Terre a rouvert ses frontières, les planètes se sont réunifiées. L'utopie n'est pas un état de fait accompli pour l'éternité, c'est un feu qu'il faut constamment entretenir, même après l'effondrement le plus total. Des anciens empires disparus aux cendres radioactives de la Terre. Des guerres galactiques dévastatrices à la renaissance post-apocalyptique du 32e siècle, l'histoire de cet univers nous enseigne une chose. L'évolution est chaotique. Mais à la fin de chaque nuit stellaire, c'est l'espoir qui dicte l'avenir.